Bonjour. Alors, dans cette séance, on va donc parler des applications d'un ensemble vers un ensemble, notamment la notion donc d'injectivité, la surjectivité et donc de la bijectivité des applications. Très bien. Donc, on va faire juste un petit rappel d'une application injective, d'une application surjective et d'une application bijective. Alors, si j'ai par exemple F, une application d'un ensemble E vers un ensemble F. Eh bien, on dit que F est injective. Donc F injective si, quel que soit xy appartenant à E, croix E, deux éléments de E, eh bien, c'est par hasard f de x égale à f de y, eh bien, cela veut dire que si j'ai donc deux éléments qui ont même image, forcément ces deux éléments sont égaux. C'est-à-dire, ça entraîne que x égale à y. Donc, deux éléments qui ont même image sont forcément égaux. Alors, des fois, donc, on utilise la contraposée de celle-là, c'est-à-dire non de cette assertion entraîne non de cette assertion. Donc, alors, ça c'est la première façon. Ou la deuxième façon, où donc x différent de y entraîne f de x différent de f de y. Qui veut dire encore une fois que deux éléments différents sont envoyés sur deux éléments différents. Voilà donc qu'est-ce que ça veut dire une fonction injective. Alors, f, elle va être surjective, c'est quand f est surjective. C'est quand? C'est que lorsque je prends n'importe quel élément de l'ensemble d'arrivée, cet élément-là, il a forcément au moins un antécédent. C'est-à-dire, quel que soit y appartient à f, ben, il va exister donc x appartient à e, tel que f de x égale à y. Chaque élément de f, il a au moins un antécédent par f. Autrement dit, eh ben, donc je peux dire aussi que l'image de E, c'est f en entier. Donc f envoie E sur f entièrement. L'image de l'ensemble E, c'est f. Très bien. Et bien maintenant, on peut définir ce qu'on appelle une fonction bijective. Donc une fonction est bijective lorsqu'elle est à la fois injective et surjective. Pardon. Donc bijective, f bijective, c'est seulement si f injective et f surjective. Donc il faut les deux. Très bien, allez on y va. Donc on a cet exercice-là dans lequel on demande de voir ou bien de dire si les applications suivantes sont injectives, surjectives, bijectives et de démontrer. Commençons par la première fonction qui est f ici. Alors, pour la fonction, alors la première, allez, pour la première fonction, j'ai f qui est défini donc de z dans z, et à chaque n, je fais correspondre 2n moins plus 2. Est-ce que cette fonction est injective? Alors, pour cela, je prends deux éléments de z qui ont même image et je dois voir si les éléments que j'ai pris sont égaux ou pas. Donc, soit n et m, deux éléments de z, tels que f de n égale f de m.
f de n égale à f de m, cela veut dire que 3n plus 2 égale à 3n plus 2. Donc cela entraîne que 2n, 3n plus 2 égale à 3m plus 2. Et ça veut dire quoi? Ben, on va soustraire donc 2 du membre de gauche et 2 de membre de droite. Donc on va obtenir 3n égale à 3m. Et bien sûr, en divisant par 3 à gauche et à droite, ben, je vais avoir n égale à m. J'ai pris deux éléments n et m quelconques, tels que ces deux éléments ont même âge avec f, et on a obtenu que n égale à m. D'après la définition de l'injectivité, donc cela veut dire que f est injective. Conclusion, donc f est injective. Voilà, donc f est injective. Donc, est-ce que f est surjective? C'est-à-dire, est-ce que si je prends n'importe quel élément de z, et s'écrit de cette forme-là? D'accord? Donc, je prends donc soit m appartenant à z. La question que je me pose ici, est-ce qu'il va exister un n qui appartient à z tel que 2n ou bien 3n plus 2 égale à m? Est-ce que cela est toujours possible? Donc, on va voir donc n en fonction de m pour voir est-ce que ça pourrait être possible ou pas. Très bien. Donc, ici, je vais avoir 2n égale à m moins 2 et ensuite divisé par 3. Et bien, je constate que ce n-là, il existe, mais pas pour toutes les valeurs de m. Donc, puisqu'on avait dit que n, il faut qu'il soit dans z, cette quantité-là n'est pas tout le temps dans z. Elle est dans z quelquefois, mais pas tout le temps. Si je prends par exemple, c'est m égale à 0. Donc, l'antécédent qui devrait être possible, ça devrait être n égale à moins 2 sur 3. Cela ne pourrait pas être possible. Qui veut dire que 0 n'a pas d'antécédent par f, qui veut dire que f n'est pas surjective. Donc, ça n'appartient pas à z, et bien f est non surjectif, n'est pas surjective. Très bien. Ensuite, puisque le f n'est pas, il est injectif, mais il n'est pas surjective, cela nous permet de dire que f ne peut être bijective. Donc f n'est pas bijective. F n'est pas, par conséquent, donc n'est pas bijective. Très bien. Donc on va voir le deuxième exemple. Donc, je vais passer par là. Donc, vous pouvez mettre sur pause pour mieux voir la réponse. Et ensuite, vous pouvez donc poursuivre. Allez, donc j'efface par là. On va aborder la deuxième fonction ici. Alors, pour la deuxième fonction, pardon, g. Donc, g, elle est définie de r dans R, pour chaque x, je fais correspondre x3 plus 1. Est-ce que cette fonction est injective? Oui ou non? Est-ce qu'elle est surjective aussi? Oui ou non? Allez, on y va. Donc, on va voir l'injectivité. Donc, je prends deux éléments. Alors, soit x, y. Deux éléments de R, tels que, et il faut que je prenne g de x égale à g2y. Je prends deux éléments quelconques et je suppose qu'ils ont même image. Et je dois donc, si j'arrive à trouver que x égale à y, donc ça va être gagné. Ça veut dire que la fonction elle va être surjective. Sinon, ce n'est pas le cas. Et bien ici, donc ça veut dire que x3 plus 1 égale à y3 plus 1. À partir de là, donc j'enlève 1 par là et par là.
ça entraîne que x3 égale à y3. Donc, parmi donc, les propriétés de x3, en fait de la puissance 3, ben, donc si j'ai x3 égale à y3, cela entraîne que x égale à y. Voilà, et qui veut dire que f est surjective. Pardon, injective. Est-ce que cette fonction est surjective? Allez, on va voir. Donc, je prends un élément cette fois-ci, donc soit y qui appartient à R. Est-ce qu'il va exister un x qui appartient à R tel que f de x soit égal à y? Autrement dit, il s'agit donc de résoudre l'équation x3 plus 1 égale à y et de voir cette équation, bien sûr, en x comme inconnu, est-ce qu'elle a bien une solution? Bon, allez, on va voir. Donc, ce x3, ça va faire y moins 1. Y moins 1 appartient à R. Et je sais que chaque élément de R, il admet donc une racine cubique. Qui veut dire que le x ici, donc ça va faire la racine cubique de y moins 1. Et bien, donc j'ai pris un y de R et j'ai trouvé que le x correspondant bien à l'antécédent ou un antécédent de y est la racine cubique donc de y moins 1. Cela veut dire que notre f, il est surjective. Ou bien notre g, pardon. Là, c'est g. Voilà. Et donc, là encore, pardon. C'est g. Et donc, g est surjective. Allez, donc le fait que G, on avait dit que dans la première partie, elle est injective, et là on vient de démontrer que G est surjective. Or, F est bijective lorsqu'il est injective et surjective à la fois. Donc, il veut dire que notre fonction G que j'ai ici, c'est une fonction qui est bijective. Donc, c'est ça ce que je vais marquer là. Alors, G est surjective. Donc, G est bijective maintenant. Parce qu'il est à la fois injective et surjective. Et bien, il nous reste donc la troisième fonction qui est h, qui définit donc de l'intervalle ouvert 0 plus l'infini vers R. Donc, on va étudier l'injectivité et la surjectivité de cette fonction. Alors, comme tout à l'heure, donc je vais prendre deux éléments. Alors, soit x, y, deux éléments de 0 plus l'infini, appartenant à l'intervalle 0 plus l'infini, ouvert. Et je dois supposer que 1 sur x est égal à 1 sur y. Remarquez bien que là, je peux bien diviser par x et par y, puisque ce sont deux éléments qui ne sont pas nuls. Donc, je peux bien diviser. Et bien là, donc on voit clairement que en passant juste à l'inverse, à l'inverse, donc là, l'inverse de ce nombre-là égale à l'inverse de celui-là, l'inverse de 1 sur x, c'est x, et l'inverse de 1 sur y, c'est y. Et cela veut dire que notre fonction h, que je définis ici, donc h est injective. Il reste à savoir maintenant si elle est surjective ou pas. Donc, est-ce que cette fonction est surjective? Donc, est-ce que pour chaque élément de R, il a bien un antécédent ici? Déjà, je vois que pour tout x, comment il est défini cette application, 1 sur x ne peut jamais être égal à 0. Donc, si je prends 0, donc 0, il appartient à R. Est-ce que 0, il a un antécédent? Eh bien non, puisque ça ne pourrait jamais donc être égal à 0. C'est par hasard 0 égale à 1 sur x, et ça ne peut pas être possible puisque x est différent de 0.
ne peut pas être égal à 0. Et donc 1 sur x ne peut jamais être égal à 0. Donc ça, c'est tout le temps différent de 0. Qui veut dire que 0 qui est dans R, il n'a pas d'antécédent. Et cela prouve que H ne peut pas être surjective. Donc H, alors conclusion, H n'est pas surjective. Si elle n'est pas surjective, automatiquement, elle ne peut pas être bijective non plus. Donc cela aussi entraîne que H n'est pas bijective. Et voilà, donc on a traité 3 exemples, si vous avez bien remarqué ici. Donc cette fonction-là, elle était injective, mais pas surjective, donc elle ne peut pas être une bijection. Cette fonction-là, elle est à la fois injective et surjective, donc c'est une bijection. Celle-là, elle est injective, mais pas surjective. Et donc, comme la première, donc elle ne peut pas être une fonction bijective. Voilà, donc nous arrivons à la fin donc, de cet exercice. Je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt.